Bon, ben on va commencer avant que Ruben ne sorte le fusil. Et si vous voulez bien, on va accueillir le docteur Eboué de La Réunion, Saint-Benoît, qui va nous parler de la checklist devant les douleurs pelviennes chroniques chez la femme jeune. Un sujet vaste et intéressant pour lequel il a 12 minutes. 12 finalement ? Bon, 13. 10. Bah non, j'ai été parti sur 10 minutes et c'est mon stress, les 10 minutes d'ailleurs 9h55. Donc voilà, on m'a demandé, je remercie les organisateurs, on m'a demandé de parler de la checklist devant une douleur pelvienne chronique chez la jeune femme en âge de procréer. C'est un sujet effectivement très vaste sur lequel je vais essayer rapidement d'aller vers l'essentiel en revenant d'abord sur un petit peu de physiologie et puis ensuite montrer qu'on est à un carrefour de toutes les spécialités comme pour ce congrès d'ailleurs, et c'est ce qui rend cette situation très intéressante. Alors je vais donc parler de la douleur chronique dans ce topo, c'est-à-dire à opposer à la douleur aiguë. La douleur aiguë, c'est un signal d'alarme, c'est une douleur nécessaire pour notre survie, et la douleur chronique, c'est une douleur qui est inutile. C'est une douleur qui va s'inscrire dans la durabilité, c'est une douleur qui est usante, qui va finir par rendre fous les patients, parfois et finalement très souvent incompris, et ça va devenir une véritable douleur maladie. Cette douleur, elle concerne la région pelvienne. La région pelvienne, c'est une région qui est extrêmement riche déjà au niveau anatomique. Parce que il y a la vessie, l'utérus, le rectum, et que ces différents viscères, en fait, doivent se mobiliser les uns avec les autres. Ils doivent garder une certaine dynamique. On parle d'ailleurs de statique pelvienne. Et associé à cela, il y a tous les muscles du plancher pelvien et même les muscles du périnée avec la région pelvipérinéale. Et grâce à tout cet ensemble, il va y avoir un rôle physiologique, ils vont avoir un rôle physiologique très important pour l'organisme. Pourquoi ? Parce que quotidiennement, ce sont des organes qui doivent se remplir, qui doivent se vider, des sphincters qui doivent maintenir une continence, puis se relâcher. Et donc, ça montre toute la complexité de cette région. Et puis, bien sûr, en plus, au centre, le vagin, l'utérus, renvoie fortement à l'univers de la sexualité, de la fertilité et de la grossesse. Si on doit donner quelques particularités des douleurs pelviennes chroniques, eh bien la première chose, c'est de dire que l'ensemble de ces viscères, ils sont sous contrôle du plexus hypogastrique. Et ensuite, il faut savoir que la représentation somatotopique cérébrale de la région pelvienne, elle est petite. Et donc, ça va entraîner que finalement, les douleurs qui vont être ressenties et qui surtout elles vont être décrites de manière très diffuse, de manière très imprécise, voire de manière projetée. Et puis, associé à cela, il faut savoir que du fait d'un vécu particulier, c'est souvent à cela que c'est associé, la région pelvienne est une région qui est très facilement sensibilisable. On verra plus tard. Si on reprend toute la mécanique et la complexité donc de cette région pelvienne et de la douleur, eh bien, on va avoir donc une douleur qui va s'installer, aiguë, chronique, puis chronique, et on sait que cette douleur chronique, finalement, progressivement, elle va venir concerner énormément de structures et énormément de choses. Déjà, quand il va y avoir une douleur, avec ou sans lésion, et progressivement va s'installer un système de contraction réflexe au niveau pelvipérinéal. Cette contraction réflexe, ça va être à un moment de véritables contractures qui vont bien sûr renforcer la douleur. Ces contractures, elles vont faire que finalement, il va y avoir des atteintes parfois au niveau de certains nerfs, petits nerfs, donc des véritables douleurs neuropathiques qui vont s'installer. Ensuite, on sait que les lésions, en fonction de comment elles se situent, elles vont empêcher de la mobilité. Les contractures, elles vont empêcher de la mobilité.
Et donc tout ça va faire que, au niveau fonctionnel, avec ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à la vidange, etc., eh bien tout ça va commencer à être très difficile et de plus en plus douloureux. On associe à ça l'impact psychologique qui peut faire que les patientes se retrouvent dans des conditions vraiment d'isolement, ce qui va renforcer la douleur, et puis on rajoute à ça la sensibilisation. Et puis au milieu de tout ça, eh bien, il y a la méconnaissance de la douleur chronique et puis le docteur qui se retrouve face à cette patiente qui a des plaintes diffuses, mal systématisées, très intenses. Et puis elle va voir parfois, parce que ça concerne une douleur quand elle urine, elle va aller voir l'urologue. Mais on est aujourd'hui de plus en plus spécialisé et on voit sûrement de moins en moins la patiente dans sa globalité. Et puis après, il y a les différents antalgiques à utiliser. Est-ce qu'on les connaît réellement? Les différentes douleurs à caractériser. Et puis parfois, on est pris au dépourvu parce que l'imagerie est normale, parce que la chirurgie est normale. Et donc, le réflexe le plus simple, c'est parfois de se dire que tout ça, c'est peut-être naturel, c'est peut-être dans la tête, et qu'en plus, cette consultation est particulièrement chronophage. Et pourtant, ce n'est pas dans la tête. Il y a de nombreuses choses à évoquer devant des douleurs pelviennes chroniques. Et justement, au contraire, elles concernent toutes les spécialités, et c'est bien ça qui fait la difficulté de cette pathologie. Alors, bon, bien sûr, je vais vous donner un petit coup de pouce. On va dire qu'en tête de file, il y a bien sûr l'endométriose, 30 à 50% des douleurs pelviennes chroniques, et qui est très représentative de la discordance anatomoclinique. Ensuite, il faut se souvenir des douleurs post-opératoires. Ces douleurs post-opératoires, elles sont souvent neuropathiques, liées à des lésions justement de petits nerfs. Et puis, il y a aussi les névromes. Et de plus en plus, il faut aussi penser à nos chirurgies prothétiques qui peuvent entraîner de réelles douleurs. Bien sûr, toujours penser aux infections génitales hautes, les salpingites aigus, qui se transforment pour un bon nombre en salpingites chroniques. Ensuite, le syndrome de congestion pelvienne, mais les prochains orateurs vont en parler. En tout cas, il faut se souvenir de ces pesanteurs à l'orthostatisme et également à ces douleurs post-coïtales. Ensuite, le syndrome de Meigne, la douleur projetée thoracolombaire qui va venir donner des douleurs en fosse iliaque. Il faudra aussi penser aux douleurs myofasciales qui concernent les muscles du pelvitrocanthérien et donc examiner ces muscles à la recherche de trigger points qui vont évoquer la contraction, comme on en a parlé tout à l'heure, de la douleur à ce niveau. Et puis les douleurs du postpartum. Les douleurs du postpartum, c'est des douleurs qui regroupent plusieurs entités et qui font suite aux accouchements. On en connaît un qui, lui, pour le coup, a des lésions. C'était le syndrome de Master et Allen. Et il y en a d'autres en lien justement avec des contractions anormales au niveau pelvipérinéal. Et puis après, il y a des entités qui sont purement physiopathologiques, qui ont été décrites au fur et à mesure là, par chaque spécialité. Il y a par exemple le syndrome de l'intestin irritable avec le score de Rome 4 et donc avec ces douleurs abdominales, douleurs à la défécation. Il y a le syndrome douloureux de vessie avec ses envies incessantes d'aller uriner et puis le syndrome génital douloureux. Et on reconnaît aujourd'hui une entité de syndrome douloureux pelvien complexe qui vient réunir un petit peu tout cela. Et puis surtout, il ne faudra pas oublier dans ce contexte les problèmes d'abus qui sont souvent inavoués mais fréquemment retrouvés quand on pousse l'interrogatoire. Alors voilà un petit peu la checklist qu'on m'a demandé de faire devant une douleur, donc une douleur maladie, une douleur pelvienne chronique. Mais surtout, soyez à l'écoute. Vous êtes devant des situations complexes, des situations qu'il va falloir réellement dénouer et donc il faut prendre le temps avec les patientes. Ensuite, bien sûr, il faudra essayer de trouver un phénomène, enfin un traumatisme initial. Et pour cela, il faudra avoir un interrogatoire policier, il faut revenir sur les antécédents, essayer de trouver justement une cause par rapport à une problématique de sensibilisation. Et l'examen doit être complet des pieds à la tête. Ensuite, parfois, eh bien, il faut aller vers l'imagerie, et cette imagerie, elle va retrouver quelque chose d'évident, il ne faut pas le louper. Parfois, il n'y a rien, ne vous inquiétez pas, il y a des douleurs chroniques où il n'y a rien. Et parfois, la lésion n'est pas là où on l'attend.
Ensuite, il faut évaluer la douleur. Il y a des échelles. Évaluer s'il s'agit d'une douleur neuropathique. Il y a des échelles. Évaluer la qualité de vie. Il y a des échelles. Évaluer la sensibilisation. Il y a des échelles. Évaluer le risque de violence à domicile. Et puis, il faudra dire à la patiente, votre douleur, elle est réelle, elle existe et je l'ai entendue. Ça va être un premier pas vers le rétablissement et un premier pas vers l'amélioration de la patiente, tout en lui disant que le temps du rétablissement va être long et difficile et qu'il faudra une prise en charge multidisciplinaire. Prise en charge multidisciplinaire, guidée par quelqu'un qui sera de confiance, en mettant au centre la patiente, au centre de sa prise en charge. Et bien sûr, il faudra que les différents intervenants au niveau multidisciplinaire apprennent à s'entendre, à se connaître pour la prendre le mieux possible en charge. Je vous remercie. Merci Cyril, vaste sujet traité parfaitement. C'était un piège, tu as bien répondu. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, s'il vous plaît? Ça calme, hein? Pas de questions. On va passer à la seconde présentation. On appelle le docteur Tran qui va nous parler de l'endométriose, prise en charge diagnostic et diagnostic différentiel. Bonjour à tous. Je vous propose de scanner ce QR code pour faire un petit jeu avec nous pour vous réveiller après le repas et répondre à ce petit cas clinique. Donc, je voulais remercier le professeur Van Theobald qui m'a prêté quelques diapositives. Et sinon, c'est le MOOC endométriose qui est gratuit, accessible sur Internet, pour vous répondre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non. Moi, j'ai réussi, donc vous allez réussir. Donc, on va vous parler de Madame A, 15 ans, pas d'antécédents particuliers, qui vient à votre consultation pour des douleurs pelviennes. À quoi pensez-vous? Et vous pouvez répondre. On peut cliquer sur le Start. Il faut se mettre sur le site qu'on a vu tout à l'heure. Ou sinon, on va faire un vote à main levée pour cette première question. Le temps. Alors, des douleurs pelviennes, il y avait grossesse extra-utérine, infection génitale haute. Qui pense à une grossesse extra-utérine? Ok, une infection génitale haute. Ok, de l'endométriose. Une pyélonéphrite? Une constipation? Ok, super. Donc voilà, c'était juste pour venir sur les diagnostics différentiels. Une patiente qui vient pour des douleurs pelviennes, c'est pas parce qu'elle vient aux urgences gynécologiques que c'est forcément quelque chose de gynéco. Donc voilà. Question suivante. Donc là, voilà. Donc finalement, la patiente vous dit qu'elle est vierge et elle n'a ses douleurs qu'au moment des règles. Est-ce que vous arrivez à voter? Est-ce que vous proposez de lui prescrire la pilule, une échographie, une IRM, une consultation au centre de la douleur, des antalgiques simples? Vous pouvez appuyer sur Stop. Ok, très bien. Donc, pilule, échographie, antalgique simple. Et ensuite, on va revenir après. Question suivante. Ça ne marche plus. Si, vous décidez de lui prescrire la pilule, donc ça va être le topo du professeur Van Theobald juste après, mais laquelle vous choisissez? On peut y aller. Donc elle a 15 ans. Ok, on peut mettre stop. Ok, très bien. Donc effectivement, une pilule œstroprogestative, Lilou la moins dosée pour commencer. Et puis on va y revenir aussi. Ensuite, dernière question. Très bien. Elle vient vous voir au bout de 3 mois, elle a un nouveau copain et elle décrit des douleurs aussi pendant les rapports, donc des dyspareunies. Qu'est-ce que vous proposez? On peut cliquer sur Start. Donc, vous proposez de changer de pilule, une chirurgie, une IRM, une échographie endovaginale de référence, des morphiniques.
Ok, stop. Ok, super. IRM, échographie endovaginale de référence, éviter les morphiniques et ok, très bien. On peut remettre le topo. C'est fini pour les questions. Donc voilà, je voulais vous parler donc de l'endométriose. On peut passer, c'est à moi de passer ces diapos. Hop, voilà. Donc l'endométriose, c'est quand même 10% des femmes et c'est un diagnostic très long. Ça met 7 ans avant de diagnostiquer cette maladie et à La Réunion, on a une prévalence plus élevée de l'endométriose. Souvent, la théorie principale qui est décrite, c'est la théorie du reflux. Ces cellules endométriales, au lieu de desquamer et de créer des menstruations qui pourraient refluer par les trompes et ne pas être détruites par le péritoine, et ces lésions qui s'implanteraient ailleurs dans le ventre, ce serait de l'endométriose. Et ces cellules endométriales peuvent se mettre au niveau, par exemple, des ovaires, faire des kystes ovariens, entraîner des douleurs au moment des règles ou algoménorrhée, ou des douleurs en dehors des règles. Si elles s'implantent souvent par gravité, en fait, à l'arrière de l'utérus, au niveau de là où les ligaments utérosacrés se rejoignent, au niveau du torus, ça peut donner des douleurs au moment des rapports, des dyspareunies profondes. Et si ce nodule infiltre le rectum, ça peut entraîner des douleurs au moment de la défécation, des rectorragies cataméniales. Et des fois, la patiente n'a plus cette douleur au moment à l'exonération, des dyskésies. Au niveau vésical, ça peut entraîner des dysuries et éventuellement des hématuries cataméniales. Et si il y a une adhérence au niveau des trompes, ça peut aussi entraîner une infertilité. 40% des patients qui ont de l'endométriose peuvent présenter des troubles de la fertilité. Une pathologie qui est cousine de l'endométriose, qui est l'adénomiose. Ces cellules endométriales vont infiltrer le muscle utérin, le myomètre, et en fait, ça va créer des cryptes. Et au lieu que ce soit que cette surface-là qui saigne, ça va être cette surface-là et ça va entraîner des ménorrhagies. Voilà, donc pour commencer, le diagnostic de l'endométriose, c'est tout d'abord l'interrogatoire. Allez rechercher ces 5 D dont on vient de parler, dysménorrhée ou plutôt algoménorrhée, dyspareunie profonde, dyschésie, dysurie, douleur à la défécation, douleur pelvienne. Et en première intention, on va réaliser une échographie pelvienne, qui est un examen simple, peu coûteux et qui va permettre d'éliminer, par exemple, des kystes ovariens. Et si la patiente, il n'y a rien de particulier à l'échographie, elle n'a pas de désir de grossesse, on va lui proposer une contraception, une pilule par exemple. Souvent, c'est des patients qui vont venir avec leur maman, donc si vous parlez de pilule, tout de suite, elles vont se braquer. Donc, il faut plutôt parler de traitement hormonal. Et soit ça marche, tant mieux, on n'a pas besoin d'aller plus loin et d'aller forcément faire d'autres examens complémentaires. Soit ça ne marche pas, ou soit à l'échographie initiale, on a vu quelque chose de particulier. Et à ce moment-là, on peut partir sur des examens de seconde intention, qui sont l'IRM pelvienne. Normalement, les radiologues savent quand on recherche de l'endométriose, mais des fois, ça peut être bien de le préciser. Donc, une IRM pelvienne avec un balisage rectal et vaginal, où ils vont mettre du gel au niveau du vagin pour voir l'infiltration des nodules. Une échographie endovaginale de référence aussi. Il faut que la patiente, pour ça, ait déjà eu des rapports pour qu'on puisse faire l'échographie endovaginale. Et ça a une meilleure sensibilité pour voir des lésions qui sont postérieures, parce qu'on va, comme c'est un examen dynamique, on va pouvoir voir la mobilité des tissus qui est diminuée en cas d'endométriose et d'adhérence. Et éventuellement, avant chirurgie, on peut avoir d'autres examens complémentaires de troisième ligne. Une célioscopie, parce qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre les lésions. On ne voit pas forcément de grosses lésions dans l'endométriose superficielle qu'on ne voit que à la célioscopie, et pourtant des patientes qui sont très symptomatiques. Et écho-endoscopie, si on a besoin de voir l'infiltration au niveau du muscle rectal avant chirurgie. Vous avez peut-être entendu parler, ou au moins vos patientes, c'est sûr qu'elles en ont entendu parler de ce test salivaire. En fait, ils ont pris 200 patientes qui avaient des douleurs pelviennes, ces 5D-là, assez typiques. Et en fait, ils ont regardé à la célioscopie, à l'IRM, il y avait 150 patientes à peu près qui avaient des signes célio ou IRM d'endométriose, et ils ont comparé à 50 témoins. Et en fait, ils ont vu que chez ces patientes avec célio ou IRM positive, il y avait une surexpression de certains micro-ARN. Et donc voilà, maintenant c'est en cours de validation externe, mais possiblement dans quelques mois ou quelques années, il y aurait cet endotest où les patientes cracheraient et on va rechercher cette surexpression de ces micro-ARN pour savoir si elles auraient de l'endométriose et éviter ces 7 ans d'attente avant un diagnostic d'endométriose.
Les diagnostics différentiels, Cyril en a déjà parlé, donc je vais aller assez rapidement, mais principalement, comme on parle souvent de patientes jeunes, le diagnostic différentiel principal chez ces patientes qui viennent pour des règles douloureuses avec leur mère, c'est l'immaturité de la commande hormonale, l'immaturité de l'axe hypothalamo-hypophysaire, où il peut y avoir des règles douloureuses, des ovulations douloureuses ou des cycles anovulatoires. Et le traitement, c'est un traitement hormonal, comme on vous l'a dit, parce qu'elles vont venir avec leur mère et ne pas forcément leur parler de pilules. Et la plupart du temps, ça passe avec le temps. Ensuite, vous avez tout ce qui est digestif, les maladies inflammatoires, le syndrome de l'intestin irritable, des causes mécaniques, des colopathies, constipation chronique. Si vous avez des signes urinaires, ça peut être des cystites interstitielles, des lithiases, des reflux. Au niveau vertébral aussi, il peut y avoir des hernies, des compressions nerveuses. Ça, ma collègue va en parler tout à l'heure, des compressions nerveuses, facialgie, myalgie. Et ne pas oublier aussi les infections sexuellement transmissibles, les adhérences, les rétroversions utérines. Voilà, donc le message à retenir, c'est qu'il faut un interrogatoire minutieux, comme l'a dit Cyril, rechercher ces 5D, dysménorrhée, dyspareunie profonde, dyschésie, dysurie, douleur pelvienne, douleur à la défécation. En première ligne, une échographie. Si elle n'a pas de désir de grossesse, une pilule. Si ça marche, tant mieux, on s'arrête là. Si ça ne marche pas ou s'il y a des signes à l'échographie, une IRM et une échographie endovaginale de référence. Et si on retrouve de l'endométriose, ne pas oublier de leur dire qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a des associations de patientes, qu'il y a des applications possibles pour qu'elles notent leurs règles, etc. Et tous les mois, on a une RCP endométriose coordonnée par le docteur Julie Germont du CHU Nord. Et ne pas oublier aussi ces diagnostics différentiels. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle pour Dr Tran? Un sujet qui me paraît relativement complexe. On a vu deux présentations insistant sur le problème de diagnostic souvent difficile. Moi qui ne connais rien dans ce sujet, je sors avec quand même des idées un peu plus claires que ce que j'avais auparavant. Vous avez une stratégie de diagnostic bien établie, en commençant par l'échographie, puis IRM, puis éventuellement l'écho endovaginal. L'échographie et l'écho endovaginal se complètent, peuvent être faites dans le même temps parce qu'elles n'apportent pas forcément la même information. Pas de questions dans la salle? Moi, je connais bien le sujet, mais moi, je sors un peu embrouillé. Il y a beaucoup d'informations hyper intéressantes. Là où on a du mal, nous, en tant que chirurgiens, c'est quand les opérer ou quand ne pas les opérer. Et bien, justement, ça me permet d'introduire mon ami. Et c'est pas la première fois, rassurez-vous. Le professeur Van Théobald du CHU de la Réunion à Saint-Denis, qui va nous parler de ces thérapeutiques de l'endométriose, maintenant qu'on en a fait le diagnostic et les diagnostics différentiels. Tu as un peu d'avance, vas-y. J'aime bien avoir de l'avance. Alors, on va pouvoir passer sur les premières diapos, puisqu'elles ont déjà été un petit peu dites. Avec les symptômes, c'était juste pour mettre en condition l'échographie, l'IRM, tout ça. Pour rester sur celle-là, effectivement, tous les examens cliniques complémentaires qu'on peut appliquer sont pas parfaits. C'est-à-dire qu'on va avoir une marge d'erreur de l'ordre de 20% dans les meilleures mains, où on ne va pas être sûr du diagnostic. C'est-à-dire qu'il faudra bien qu'on tienne compte dans le traitement que je vais vous énumérer du fait qu'une fois sur 5, on traite avec une incertitude diagnostique. La certitude diagnostique ne peut être apportée que par la vision directe en cœlioscopie, ce qui suppose une intervention sous anesthésie générale et regarder à l'intérieur du ventre. Tout le reste, ce n'est pas à 100%. Donc, si un traitement ne marche pas, si les traitements ne marchent pas, peut-être faut-il, au bout d'un moment, parfois au bout de plusieurs mois ou années, remettre en doute le diagnostic et passer à une cœlioscopie diagnostique, et ça me permet de répondre à la question que vient de poser mon ami Malik. Donc, on a 3 types de traitements, je ne vous apprendrai rien: le traitement médical, le traitement chirurgical et des traitements qu'on a dit adjuvants, que moi j'appelle complémentaires, parce que je trouve qu'ils ne sont pas du tout adjuvants, ils ne remplacent pas, ils ne sont pas alternatifs, ils sont vraiment complémentaires, et on va les décrire.
Le traitement antalgique, on ne va pas s'y étendre, hein, c'est les 3 paliers de la douleur. Le palier 1, avec souvent quand ça ne marche pas, c'est que c'est mal employé, parce qu'il faut savoir que les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le paracétamol, il ne faut pas faire l'un ou l'autre, il faut faire les deux et les alterner parce qu'ils se potentialisent entre eux. Donc il faut bien employer les drogues prescrites. Le palier 2, bien sûr, c'est pour les douleurs chroniques. Et le palier 3, il ne faut pas avoir peur d'y recourir lorsqu'il y a des douleurs aiguës. C'est souvent dans le contexte de l'urgence, une patiente qui n'en peut plus, qui arrive au milieu de la nuit dans un contexte douloureux. Et là, ce n'est pas la peine de lui redonner un anti-inflammatoire. On passe directement au morphinique. Le traitement antalgique aussi ne marche que si on l'emploie suffisamment tôt dans la maladie. Il ne faut pas laisser la douleur s'installer, il faut prévenir la douleur. Toutes ces règles globales, générales de prescription d'un traitement antalgique sont vraies ici. Le traitement hormonal, pourquoi le traitement hormonal? C'est qu'on ne connaît pas la cause de l'endométriose. Donc on va agir sur ses effets. L'endométriose, c'est dû à un saignement à l'intérieur du ventre qui provoque inflammation, nodules, rétraction et adhérence. Eh bien, on va éviter le saignement en supprimant les règles. Si elles ne saignent pas vers l'extérieur, elles ne saignent pas dans son ventre et donc les lésions vont s'atrophier. Il y a plein de traitements qu'on peut utiliser, toutes les pilules, les stérilets à la progestérone, les progestatifs purs, les analogues, etc. Peu importe, l'effet est le même, on supprime les règles. L'efficacité, elle n'est pas à 100%, parce qu'il y a toujours 20% des patientes, en gros, qui vont saigner malgré les traitements, malgré tout traitement. Et la tolérance aussi, il y a des effets secondaires qui vont faire qu'il y a une femme sur 10, en gros, qui va tolérer aucun de ces traitements hormonaux. Et donc, il va falloir lui trouver autre chose. Et enfin, le traitement hormonal ne guérit pas. Il permet de faire rétrocéder un peu les lésions, ce qui parfois, lorsqu'on a pris pendant 2 ou 3 ans un traitement aménoréant, eh bien, on va pouvoir arrêter et on est tranquille pendant 6 mois, 1 an avant que les douleurs reprennent, ce qui laisse le temps de mettre en place une grossesse dans certains cas, mais ça finit toujours par revenir, ça ne guérit pas. Il y a des inconvénients au traitement hormonal, vous les connaissez tous, ça ne permet pas de grossesse, bien sûr, puisque c'est tous des contraceptifs. C'est une prise médicamenteuse quotidienne et il y a des échappements à moyen ou long terme. Même si ça marche, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, il y a très fréquemment un moment où les saignements reviennent et il faut changer de traitement. Alors, donc on va le prescrire à des femmes qui ne souhaitent pas immédiatement une grossesse et qui n'ont pas de complications digestives ou urinaires à leur ménopause. Il faut le trouver, donc il faut essayer sur des périodes de 3 mois. Trop court, ça ne va pas parce qu'il y a souvent des spottings à la mise en route des traitements hormonaux. Plus long que 3 mois, ça ne sert à rien. Si au bout de 3 mois, ce n'est pas parfait, bien toléré et parfaitement efficace, aucun saignement, eh bien, ce n'est pas la peine de continuer, il faut changer. Si au bout de plusieurs traitements, parfois il faut en essayer 3 ou 4 avant de trouver celui qui marche bien et qui est bien toléré, il y a encore des douleurs, remettez en cause le diagnostic d'endométriose et demandez non pas une IRM, non pas une écho, même de référence, puisque maintenant on fait toujours 2 références, c'est encore mieux, eh bien faites une célioscopie diagnostique. Les effets indésirables, on peut en parler, c'est vrai pour la contraception, ils peuvent être n'importe quoi. Il y a ceux qui sont listés dans le Vidal, mais il y en a plein qui sont particuliers à chaque patiente. Il faut la croire. Il ne faut pas dire c'est dans votre tête, c'est pas lié au traitement, continuez le traitement. Elle ne le continuera pas. S'il y a un truc, même si c'est un truc complètement invraisemblable qui vous paraît pas du tout en rapport avec la contraception, vous l'admettez, vous changez de traitement si elle s'en plaint. Alors, les traitements alternatifs ou plutôt complémentaires, le premier point, c'est la diététique. La diététique a 2 effets majeurs. C'est un traitement hormonal, c'est des aliments qu'il faut éviter, des choses qu'il faut éviter, tout ce qui est œstrogénique, c'est-à-dire le soja, le trèfle rouge, le houblon, la bière. Ouais. Et l'autre effet, c'est un effet qui est anti-inflammatoire. Vous savez que l'inflammation, c'est une maladie inflammatoire aiguë et chronique, et qui se nourrit donc de sucre. Donc il faut éliminer de l'alimentation un maximum d'hydrates de carbone. C'est difficile, plus de soda, plus de pâtes, plus de riz, plus de pommes de terre, tout ce qui est bon, eh bien non, c'est pas bon. Et si on a un traitement diététique approprié, eh bien on va réduire le degré d'inflammation, on va pouvoir réduire également les anti-inflammatoires, les traitements hormonaux et tout le reste.
Il ne faut pas oublier non plus les perturbateurs endocriniens, qui ont un effet œstrogénique et qui vont induire la croissance de l'endométriose. Les viandes et poissons en quantité modérée, n'en déplaise à Sandrine Rousseau, on peut manger un peu de viande. Le gluten, ça a fait l'objet d'un débat aussi, mais on peut avoir bien sûr une endométriose et une intolérance au gluten, mais l'intolérance au gluten est une autre maladie et donc le traitement sans gluten n'est pas un traitement de l'endométriose ni préventif ni curatif. Les plantes, ça marche bien aussi. Il y a celles qu'il faut éviter, comme je vous l'ai dit. Il faut essayer de manger des plantes qui sont riches en zinc, en manganèse, en magnésium, en calcium, puisque ces ions ont un effet qui est à la fois anti-œstrogénique et également antiprolifératif et myorelaxant pour le calcium, ce qui évite les contractures périphériques qu'a évoqué mon ami Cyril. Alors ça, je vous ai déjà parlé du houblon, je ne vais pas y revenir. L'homéopathie, qui peut être essayée également, elle se targue d'un effet à la fois anti-inflammatoire et anti-œstrogénique, plutôt régulatrice hormonale. J'y connais pas grand-chose, je vous ai mis quelques recettes en dessous qu'on peut essayer. L'acupuncture qui a fait également preuve de son efficacité sur les douleurs et qui donc peut tout à fait être utilisée avec succès pour améliorer les choses. L'ostéopathie, la kinésithérapie va s'attaquer à la fois aux contractures péri-inflammatoires, cette maladie contractile des muscles tout autour des lésions qui peut participer pour plus de la moitié à la douleur. Et également, lorsqu'il y a des adhérences, on peut arriver à les soulager avec ce type de traitement. Il y en a beaucoup d'autres, l'hypnose, la sophrologie, le yoga, même la méditation éventuellement. Ce n'est pas limitatif, bien sûr. Je recommande toujours à mes patientes d'essayer tout ce qu'elles rencontrent sur son parcours. Chacun est différent, il n'y a pas deux femmes particulièrement identiques. Chacune a besoin d'un traitement sur mesure, qu'elle se confectionne elle-même. Il faut qu'elle soit l'actrice de son traitement et donc il faut qu'on l'encourage à être actrice de son traitement. Le traitement chirurgical, qui passe le plus souvent par la celluliochirurgie, voire le robot maintenant dans les cas graves, eh bien, le traitement chirurgical va être destiné aux femmes pour lesquelles le traitement médical n'est pas indiqué, notamment celles qui ne supportent pas le traitement médical ou il est inefficace. Il a une efficacité importante, 85%, donc 15% de récidive, ça peut paraître beaucoup. Il permet également les grossesses dans les 12 mois dans un grand nombre de cas. C'est quelque chose, contrairement à ce qui a été dit, qui n'empêche pas la grossesse, mais qui peut favoriser dans certains cas la survenue d'une grossesse. Lorsqu'il faut opérer, il faut le faire. Il faut savoir qu'il y a des complications dans les formes sévères qui sont loin d'être rares. Alors, on a fait une étude que je vous passe qui montre que, effectivement, même au CHU de La Réunion, on a 50% de grossesse au bout de 2 ans à peu près après la chirurgie et que la grossesse doit être considérée comme une grossesse à risque puisqu'il y a 35% d'accouchement prématuré. C'est lié à la maladie inflammatoire. Donc, on va conclure par une diapositive que je veux absolument vous montrer, qui est celle de ce livre que j'ai publié à l'attention du grand public, un livre de vulgarisation dont les droits d'auteur sont entièrement reversés aux associations. Je vous remercie pour votre attention. Les séances de dédicaces seront organisées dans l'avion demain sur le retour, tranquillement. N'hésitez pas à faire vos commandes. Grand merci, Peter. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Moi, j'ai une question, le temps que ça arrive le micro. Combien de pourcentage de femmes qui ont une endométriose vont arriver au traitement chirurgical? Ça représente combien de personnes? 1 sur 10. Alors, on a fait une étude sur le PMSI national, on estime en gros à 10% l'incidence de l'endométriose dans la population féminine en âge de procréer. Et globalement, 1 femme sur 10 de ces femmes endométriosiques va avoir une opération sévère ou bénigne. Dans les opérations, j'inclus les célioscopies diagnostiques. Okay. Professeur Burin?
Ouais, merci beaucoup de la présentation, je suis au premier rang. Je vous ai à l'œil. Je ne connaissais pas le rôle de l'alimentation dans la gestion des douleurs liées à l'endométriose. Il y a des études qui démontrent ça, qu'il y a un effet réel de ces régimes, ou c'est une façon de dire essayez ce que vous pouvez et se débarrasser un peu du problème. Non, c'est tout simplement parce que c'est une maladie inflammatoire et que l'inflammation se nourrit d'hydrates de carbone. Plus vous mangez d'hydrates de carbone, plus vous favorisez l'inflammation. C'est vrai pour toutes les maladies inflammatoires, pas que pour l'endométriose, mais ça a été étudié aussi dans l'endométriose. Le problème de l'endométriose, c'est que les endométrioses sévères, souvent, sont relativement dénutries, parce qu'elles ont tellement mal pour aller à la selle qu'elles mangent très peu et elles sont généralement elles sont en sous-poids, elles sont en dénutrition. Et il faut rééquilibrer l'alimentation. Le problème, quand on rééquilibre, souvent elles mangent des pâtes, boivent des sodas, des choses comme ça, et c'est vraiment ce qu'il ne faut pas. Il faut focaliser sur les fruits, les légumes, pour éviter justement tout ce qui est glucose, le fructose. Mis à part la partie théorique anti-inflammatoire, probablement démontrée, mais il y a des études cliniques sur des femmes qui auraient suivi un régime, qui auraient moins mal randomisé par rapport à des femmes qui ne suivent pas de régime. Moi, non, en randomisé, il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études randomisées sur l'endométriose spécifiquement, non. D'accord, merci. Non, trop complexe. Une question. En attendant que le micro arrive, il y a aussi en arrière-pensée la cryothérapie qui pourrait être d'une efficacité non encore prouvée. Et le docteur Castel, qui s'occupe beaucoup de thrombose et contraception, s'occupe aussi d'endométriose et de cryothérapie. Il y a une étude qui est en cours. On espère vous la présenter dès qu'on a les résultats. Merci pour la présentation. En quelques mots, quels sont les résultats de la chirurgie? Est-ce que c'est très très efficace ou est-ce qu'il reste des douleurs persistantes? Alors la chirurgie, j'ai pas détaillé, mais si elle est bien faite, c'est-à-dire que si on résèque toutes les lésions visibles, elle a une efficacité dans la littérature qui a été décrite de 85% de la guérison de la douleur. Ce qui est la seule façon de guérir la douleur vraiment dans une telle proportion. Mais il faut qu'elle soit bien faite. Donc c'est une chirurgie de référence pour les formes sévères. Les petites taches, les modérées, elles peuvent être opérées partout, mais il faut vraiment être sûr d'enlever toutes les lésions visibles. Comme pour l'échographie, de référence. Merci Peter. On va appeler maintenant le prochain orateur. Et j'appelle le docteur Verapene pour nous parler des fibromes utérins. Quelle place pour l'embolisation? Donc effectivement, il y a une multitude de modalités pour la prise en charge des fibromes utérins et je vais vous en parler donc moi d'une. Quelle est la place de l'embolisation pour cette prise en charge? Donc pour rappel, les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes qu'on rencontre très fréquemment chez les femmes en âge de procréer. C'est une des pathologies gynécologiques les plus fréquentes. 20 à 40% des femmes en âge de procréer en ont. Elles évoluent le plus souvent à la ménopause. Il y a une classification qui a été faite dans les années 2010, notamment en FIGO, qui permet de classifier ces fibromes en fonction de leur topographie. Il y a effectivement une prédisposition ethnique et familiale, notamment afro-antillaise, ou sinon dans la famille au premier degré. Et il faut savoir que les fibromes utérins, c'est la première cause d'hystérectomie en France, en sachant qu'en 2019, il y avait 60 000 hystérectomies réalisées en France, toutes causes confondues. Quelle symptomatologie? Le plus souvent, ces fibromes utérins sont asymptomatiques. La prévalence de fibromes symptomatiques sur les études qui ont été réalisées dans l'année 2010, même 2020 également, tout récemment, retrouve des fibromes symptomatiques dans environ 10% des patientes qui en présentent. Le premier symptôme est la ménométrorragie, qui entraîne une gêne personnelle, une gêne sociale et une anémie par carence martiale. Ensuite, on a les douleurs ou pesanteurs pelviennes, ça peut être tout à fait banal, comme très invalidant. Des signes de compression pelvienne ou pelvie-abdominale, notamment au niveau vésical ou au niveau du tube digestif. Et parfois, il y a rare des troubles de la fonction reproductrice du fait d'un défaut d'implantation, notamment lié à des fibromes intracavitaires. Quel bilan avant la prise en charge? D'abord un bilan gynécologique. Ensuite, une échographie pelvienne ou endovaginale éventuellement, réalisée par un référent, et avec pour nous comme
on va dire, comme spécialistes de prise en charge, on va dire, au niveau interventionnel, que ce soit les chirurgiens ou les radiologues interventionnels, avoir une IRM qui nous permette d'avoir le nombre, la topographie de ces fibromes, savoir s'il y a une pathologie associée, exclure une lésion suspecte ou encore identifier des contre-indications. On le verra un peu plus tard. Ce sont des femmes en âge de procréer, qui sont jeunes. Il ne faut pas oublier également notre mission de santé publique avec la frottis cervico-vaginale, faire une numération formule sanguine à la recherche d'une anémie et un bilan urinaire s'il y a une compression au niveau de l'appareil vésical. Cette consultation qui va se faire ensuite, elle doit se faire avec une aide à la décision médicale partagée, en fonction de l'âge de la patiente, en fonction de son désir de grossesse, en fonction de la psychologie de la patiente, en étant loyal et complet dans notre information. Ça veut dire sur les risques sur la fertilité, on en parlera, sur les risques opératoires et sur les risques de récidive. Quelles sont les options thérapeutiques pour la prise en charge de ces fibromes utérins? Le traitement médical, bien sûr, est à envisager en première intention. Corriger l'anémie chez cette patiente qui saigne beaucoup. Envisager les traitements, on va dire, symptomatiques, donc type progestatif, l'uténide, l'utéran, ou encore les antifibrinolytiques et Hexacil pour diminuer le saignement. Et parfois, utiliser des traitements analogues de la LHRH, type décapeptile, qui permettent, eux, de diminuer le volume utérin et ont un effet également sur le volume des fibromes. Le traitement conservateur, il peut être non chirurgical ou chirurgical. Non chirurgical, et c'est dans ce cadre-là que se trouvent l'embolisation des artères utérines, qui existent depuis fort longtemps, depuis 1995. Hélène a été une des premières à les pratiquer. Et également, depuis tout récemment, NICE a validé la destruction par radiofréquence de ces fibromes de manière éco-guidée. Il existe également un traitement conservatoire chirurgical par myomectomie qui peut se faire par hystéroscopie, par célioscopie ou par laparotomie en fonction du nombre et de la topographie de ces fibromes, en sachant qu'on s'expose effectivement à des risques de récidive, mais également d'adhérence, mais bon, on en reparlera plus tard. En dernier recours, on va réaliser une hystérectomie chez ces femmes qui peut se faire soit par célioscopie, par voie vaginale ou par laparotomie. Et là, c'est pour les femmes qui n'ont plus de désir de grossesse, en sachant qu'il y a également des risques à ce niveau. Quelles sont les contre-indications de l'embolisation? Elles paraissent évidentes, donc, notamment pour la grossesse en cours. Il ne faut pas emboliser les patientes qui ont des fibromes et qui ont une grossesse en cours. Des patientes asymptomatiques, donc des patientes qui ne souffrent pas du tout de leurs fibromes. Des fibromes sous-séreux pédiculés. Je vous l'ai entouré là, ici, sur ce cercle rouge. Comme vous avez vu, il y a un tout petit pédicule qui le rattache à la paroi utérine. Une embolisation entraîne une nécrose à ce niveau et des complications au niveau péritonéal. Des fibromes de très large taille, encore qu'on va de plus en plus loin à ce niveau-là. Des pathologies associées type cancer, pathologie annexielle, une infection gynécologique évolutive ou des atteintes irréalistes des femmes qui cherchent des ventres plats, avoir un ventre plat parce qu'elles ont beaucoup de fibromes. Comment on procède? On procède par une ponction au niveau fémoral. Ça peut se faire sur anesthésie locale ou rachianesthésie, en salle hybride ou en salle de radiologie interventionnelle. On va cathétériser l'artère utérine gauche puis la droite, on fait les deux côtés, et on va libérer, on va injecter des petites billes qui vont être emportées par le flux sanguin et qui vont se loger au niveau des artères alimentant ces fibromes. Le résultat est assez spectaculaire avant et après embolisation, avec une hypervascularisation comme vous la voyez ici, et ensuite post-embolisation. Donc c'est une procédure qui est relativement simple, qui est sûre, mais pour laquelle il faut prévenir la patiente des risques post-opératoires, mais surtout des complications post-opératoires, notamment au niveau de la douleur. Et il faut les prendre en charge correctement. C'est très important de les prendre en charge. Ça nécessite quelques jours d'hospitalisation par la suite. Donc les indications d'embolisation pour les patients symptomatiques, c'est les ménorragies, ça c'est paraît évident, les douleurs pelviennes, une pesanteur, un ballonnement abdominal, des signes de compression. Et il y a d'autres indications qu'on pourrait discuter également, type adénomiose, infertilité, désir de grossesse. Donc comment se passe le post-embolisation? Il y a d'abord ce syndrome post-embolisation qui est au premier plan souvent, et il faut prévenir les patientes de cela. Elle associe souvent une douleur abdominale, un fébricule, un ballonnement, des nausées. On va dire qu'elle dure de 4 jours,
jusqu'à 45 jours au maximum, avec une médiane autour de 15 jours. Il y a des saignements chroniques, des expulsions de fibromes, notamment les sous-muqueux, qui est possible. On peut avoir une sidération ovarienne dans 2 à 5% des cas et provoquer une ménopause qui est, on va dire, plus importante au niveau de l'incidence, plus on devient âgé. L'infection est rare, les décès encore plus rares. Le résultat de cette embolisation, de fibromes utérins en an sont très satisfaisants, avec une diminution des ménorrhagies, des douleurs pelviennes, des compressions ballonnements, entre 80 et 90% sont les études, et une réduction nette du volume utérin d'environ 50% à 1 an. C'est-à-dire que l'utérus ne se rétracte pas d'un seul coup, ça prend un certain temps pour que l'utérus ou le fibrome diminue de taille et diminue également au niveau des symptômes type compression ou douleur. L'amélioration de la qualité de vie, elle se fait dans 90% à 1 an, donc c'est des très bons résultats. On avait parlé de 2 techniques de traitement conservateur, notamment l'embolisation et la myomectomie, où on garde bien sûr l'utérus. La durée d'hospitalisation est plus courte en cas d'embolisation, la récupération est plus rapide, les transfusions moins fréquentes. Mais l'embolisation entraîne, dans les différentes études qui ont été réalisées, plus de récidives dans les 18 mois ou les 2 ans qui suivent. Donc les questions qui peuvent faire débat, c'est qu'en est-il de la fertilité, qu'en est-il de la récidive et les autres pathologies qui peuvent en bénéficier. L'embolisation au niveau pelvien, elle existe depuis les années 70-75. Elle concernait à l'époque les pathologies cancéreuses, elle l'est encore. Depuis 1995, on l'utilise pour les fibromes utérins. Et en 2012, le Collège national de gynéco-obstétrique français avait émis une recommandation disant qu'il ne fallait pas le proposer, cette embolisation utérine, à des patientes qui étaient en âge de procréer, qui avaient un désir de grossesse. Donc c'était une recommandation de grade A. Par la suite, depuis 2017, on a eu plusieurs études, notamment, qui ont permis de mettre en évidence qu'il n'y avait pas d'atteinte ovarienne plus importante, que ce soit en cas d'embolisation ou de chirurgie, de telle sorte que les recommandations commencent à évoluer, notamment en 2021, mais également en 2022, où on dit clairement que cette embolisation, elle peut être recommandée parce qu'elle a une meilleure tolérance post-opératoire. Il y a un risque augmenté de réintervention à long terme, mais également qu'il faut prévenir les patients des incertitudes sur la fertilité ultérieure ou de fausses couches après embolisation. Donc, c'est important de leur expliquer tout cela. Il y a des études qui ont été réalisées récemment, notamment d'Olivier Sercousinier, qui vont dans ce même sens. Les récidives, elles sont fréquentes, elles sont plus fréquentes après embolisation qu'après myomectomie, mais il faut savoir que quand on enlève un fibrome, dans un contexte d'imprégnation hormonale important, et d'autant plus que les femmes sont jeunes, il y a un plus grand risque de récidive, et donc les récidives sont plus fréquentes quand les femmes ont moins de 40 ans que quand elles ont plus de 40 ans. Quand ça se produit, il ne faut pas hésiter à refaire des embolisations, des hystérectomies ou encore des hystérectomies secondaires. Les réinterventions sont nettement plus fréquentes. Quelle est la place de l'embolisation actuellement en France? Elle est marginale, sur des chiffres qui datent encore de quelques années. Elle est l'ordre de 3 à 5%, alors que la chirurgie prend toute la place. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela? On traite uniquement les fibromes symptomatiques. C'est une technique qui est sûre et moins invasive. On va s'appuyer sur une échographie, sur une IRM avant de prendre une décision qu'on va partager avec la patiente. Il y a moins de complications, plus de récidives et de plus en plus, on a levé les doutes sur la fertilité. Il faut faire connaître cette technique pour faire évoluer ces indications et augmenter le recours à l'embolisation. Merci. J'ai dépassé un petit peu. Y a-t-il des questions? C'est pas quelque chose de très récent, hein, de l'embolisation. Pourquoi ça se développe pas? C'est une vraie question et je pense que je vais peut-être laisser Hélène en parler parce que Hélène est une experte en embolisation et elle en a fait depuis les années 2000 ou même 90 au tout début de la procédure. La réponse simple, souvent, c'est de se dire si ça se développe pas, c'est que ça marche pas. Ouais. Ou alors. Non, ça c'est pas gentil. Avant que le micro il arrive, moi je voulais faire une remarque, c'est que concernant la fertilité, on est effectivement un peu limité par l'insuffisance ovarienne précoce qui pourrait en découler, quel que soit l'âge,
plus tardivement, plus souvent, tu as raison, mais aussi en raison des conséquences endométriales avec des synéchies de l'endomètre et des microparticules parfois qui se retrouvent et qu'on voit très bien en hystéroscopie. Donc c'est pas tant l'ovaire que l'endomètre lui-même. Voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de traitements pour les fibromes. Il y a les ultrasons focalisés. Pour certaines manifestations, on peut faire aussi des ablations RF de la muqueuse. Il y a des résections hystéroscopiques et il faut prendre en charge les fibromes de façon vraiment multidisciplinaire parce qu'il y a beaucoup de travaux dans ce sens. On a travaillé, j'ai eu la chance de participer à la rédaction des dernières recommandations de la Société de gynéco sur le traitement des ménorrhagies et on a travaillé avec l'HAS pour un document qui va sortir avec je pense en janvier, enfin décembre ou janvier, sur le traitement non médicamenteux des fibromes. Et comme vous le dites, il y a des bonnes indications et des mauvaises indications. Quand les fibromes sont sous-muqueux, c'est pas une bonne indication uniquement de les emboliser, on risque des synéchies alors qu'on peut très bien faire un curettage, avoir un très bon résultat. Il faut informer les patients des risques de spotting dans certaines localisations. Voilà. Mais pourquoi on en fait si peu ? Je vais vous dire, c'est rigolo parce que moi j'embolise des prostates depuis quelques années et maintenant j'embolise plus de prostates que de fibromes. Alors que quand même, voilà, on peut dire en termes de... c'est à peu près l'équivalent. Mais parce que je pense que l'état d'esprit des hommes sont beaucoup moins enclins à avoir une chirurgie déjà que les femmes et qu'à l'heure actuelle, ces choses sont en train de changer et on va, et même moi dans ma pratique, on embolise de plus en plus de fibromes. Donc il y a eu des traitements dont on ne peut pas parler de tout, qui fait on a retardé les embolisations, des traitements qu'on ne fait plus, l'ESMIA, etc. Mais je pense que c'est le fait que dans la communauté gynécologique, pendant longtemps, il y a eu on n'y croyait pas. Voilà. Mais je pense que c'est en train de changer parce que les femmes, elles veulent plus être opérées. Voilà. Mais si. Non, mais c'est véritablement une histoire d'école et de multidisciplinarité entre les chirurgiens et les radiologues et du lien qu'on peut créer. Grand merci. Oh, merci, Ruben. On va passer au professeur Chiche qui va nous parler du Nutcracker syndrome, diagnostic au traitement. Vaste sujet. Merci beaucoup de me donner la parole sur ce vaste sujet, effectivement. Merci de nouveau pour ce congrès et cette session qui vont être, encore une fois, très intéressants. Alors, Nutcracker du diagnostic, alors je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Les syndromes du Nutcracker, plus que finalement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a également le syndrome de la mésentérique supérieure, où effectivement, il y a toujours cette pince aorto-mésentérique. Donc le nom de Nutcracker est apparu en 1937 parce que la veine rénale gauche repose au niveau de cet angle aorto-mésentérique comme une noix dans les mors d'un casse-noix. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça le syndrome du casse-noisette. Et les patientes, elles viennent et disent « j'ai le casse-noisette ». Bah oui, elles sont souvent des patientes assez minces, plus des patientes d'ailleurs que des patients, assez minces avec une diminution de la graisse rétropéritonéale et mésentérique, une perte de poids qui a souvent été rapide et excessive, un tissu neurolymphatique dense qui est entre l'aorte et la mésentérique supérieure qui peut également participer largement d'ailleurs à la compression. Les autres facteurs qui peuvent favoriser, c'est la ptose rénale gauche avec une élongation de la veine rénale gauche, une disposition un peu haute au contraire de la veine rénale gauche, une insertion haute du ligament de Treitz. Et vous savez, les filles maintenant sont très très informées, elles vont sur Facebook, elles viennent et elles disent « je crois qu'il faut mieux couper le ligament de Treitz ». Donc bon, une lordose acquise, congénitale, des tumeurs, des lymphadénopathies, enfin, tout ceci peut favoriser effectivement cet emprisonnement de la veine. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble au plan anatomique. Ce qu'on a, ça c'est une flèche, voilà, ce qu'on a, c'est vraiment une artère mésentérique supérieure qui va être collée à l'aorte et ça sur une assez grande distance. Et là on comprend que ça va pouvoir comprimer la veine rénale gauche qui est l'élément le plus caudal, et puis, crânial, pardon, et le duodénum qui est l'élément le plus caudal. On a effectivement ce genre d'image qu'on peut récupérer d'ailleurs sur des scanners avec une injection de gastrographine. Et on analyse, je vais vous le montrer pas mal également, les coupes de scanner qui est vraiment, je pense, un examen important et les différentes angulations. Alors, il y a effectivement 3 types de compression qu'on peut imaginer, qui sont parfois associés. D'une part, la compression de la veine rénale gauche, la compression du duodénum, et puis de temps en temps, on trouve également de manière associée une compression de la veine iliaque gauche,
avec le syndrome de May-Turner qui peut être associé. De telle sorte que les signes cliniques, finalement, ils vont être dépendants de la structure qui va être comprimée. Lorsque c'est la veine, on va être plutôt sur des signes urologiques et gynécologiques, avec l'hématurie, la protéinurie, les douleurs pelviennes et lombaires, parce que le drainage peut se faire dans le tronc réno-azygolombaire et ça fait aussi mal au moins que les douleurs pelviennes. Cette congestion pelvienne avec des varices pelviennes qui vont se développer chez la femme et chez l'homme, ça peut être une récidive de varicocèle malgré des traitements qui ont été assez bien conduits. Et puis la dyspareunie qui est vraiment un des symptômes clés. Et Milka Greiner, avec qui je travaillais quand j'ai commencé un peu ce recrutement, disait tant qu'elles y arrivent, elles ne sont pas symptomatiques. Et après, elles le deviennent, vraiment. Donc, le versant digestif, ce sont des obstructions gastriques, des vomissements bilieux, le plus souvent une douleur ou simplement un inconfort postprandial, et puis des nausées, assez peu de vomissements, mais des nausées. Alors, le diagnostic, il est fait sur un bon interrogatoire, une bonne symptomatologie clinique qu'il faut savoir retrouver. L'écho-doppler peut être également utile, alors éventuellement en endovasculaire. L'imagerie en coupe, et dans ma pratique, c'est essentiellement le scanner. Moi, je vois rien du tout sur les IRM. On voit des varices, mais on comprend rien aux coupes axiales. Où on va chercher donc la compression de la veine rénale gauche, la compression duodénale. Et puis, moi, je travaille avec un radiologue qui est le docteur Labéry, qui a repris l'activité de Milka Greiner et qui fait une phlébographie, toujours, avec le plus souvent une mesure du gradient de pression de retrait réno-cave. On va en parler après. Alors, il y a 3 types de syndrome du nutcracker. Il y a le plus fréquent, heureusement, parce que c'est quand même le plus simple à traiter, qui est le nutcracker antérieur. Le nutcracker postérieur, où en fait la veine rénale gauche va passer derrière l'aorte, donc elle va se retrouver coincée entre l'aorte en avant et le rachis en arrière, et ce qui va se développer, bien évidemment, c'est toujours cette veine ovarique le plus souvent. Et puis un nutcracker mixte, qui va être en fait ce qu'on appelle le circum aortique, où on a en fait un contingent antérieur et un contingent postérieur de la veine rénale gauche, les deux étant assez malmenés. Alors, si on voit les critères scanners que nous on utilise, ils comportent essentiellement une mesure de cet angle aorto-mésentérique qui est souvent inférieur à 20 degrés. Je vais mesurer également la distance aorto-mésentérique au niveau du passage de la veine rénale gauche, au niveau du passage du duodénum. On a cette espèce de signe là, de bec d'oiseau également. Il y a des gens qui ont mesuré l'angulation de la veine au niveau de ce bec d'oiseau. Et puis on peut faire en phlébographie, bien évidemment aussi, mais également en scanner, une petite reconstruction comme ça qui est jolie pour parler dans les congrès. Il n'y a pas vraiment d'intérêt par rapport à la phlébographie, parce que la phlébographie est bien plus instructive. Vous voyez, ça c'est le même patient. Et on a vraiment des choses qui sont à peu près similaires. La différence, c'est que la phlébographie va nous permettre effectivement de mesurer, d'abord de voir en dynamique comment ça se passe, de mesurer ce gradient de pression réno-cave, qui peut être tout à fait influencé par la collatéralité. S'il y a beaucoup de collatéral, il n'y a plus de gradient. Ça, c'est une évidence. Alors effectivement, tous les patients ont un scanner et une phlébographie qui est faite chez moi donc par Labéry, avant qu'on puisse leur proposer un traitement. Donc ce traitement, la première chose à faire, c'est d'essayer un traitement conservateur. C'est-à-dire quand elles font 37 kg, on leur dit de manger un peu de Nutella pour prendre du poids, pour essayer d'augmenter un petit peu cette distance aorto-mésentérique. Et puis, quand ce sont les chirurgiens digestifs qui les voient en premier, les digestifs, ils font de la chirurgie digestive avec une chirurgie qui va être ouverte ou laparoscopique et qui va être le plus souvent une duodéno-jéjunostomie. Et eux, ils traitent en fait la compression digestive et non pas la compression de la veine rénale qui nous intéresse plus aujourd'hui. Alors, cette compression de la veine rénale, il y a plusieurs façons de la traiter. D'abord, il y a l'approche veineuse. Alors, par une chirurgie veineuse, qui va être soit une libération isolée de la veine rénale gauche, une transposition de la veine rénale gauche qu'il va falloir le plus souvent allonger, puisque quand on va la transposer, elle va perdre un petit peu de longueur. On peut également la patcher, comme vous le voyez ici. Et puis, de temps en temps, on peut transposer également la veine gonadique. Alors moi, ce que je reproche, et ce que finalement Milka Greiner m'a montré comme étant un vrai problème, c'est que dès qu'on touche la veine rénale, elle n'aime pas ça, elle va s'engrener dans une fibrose post-opératoire et ça donne très souvent des strictions de la veine lors de la cicatrisation, et ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Ça se bouge et ça donne ensuite à terme ce genre de choses, c'est-à-dire des reins qui ont été libérés, des veines rénales qui ont été transposées, qui se sont bouchées totalement, et fort heureusement, quand les malades n'ont pas été embolisés avant, on a une veine ovarique qui peut continuer à drainer. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer également? Alors, il y a actuellement un courant lyonnais, donc tout ça, ça se fait sur Facebook maintenant. Elle marque j'ai mal et c'est pas de l'endométriose parce que quand je bois de la bière, ça me fait rien. Donc en fait, on leur dit faut aller à Lyon, et à Lyon, vous allez pouvoir avoir une autotransplantation rénale, ce qui paraît énorme par rapport à la pathologie, mais c'est actuellement un courant de pensée.
Et puis en Allemagne, on peut faire également un banding avec un PTFE annelé de la veine rénale gauche. Je pensais que ça marchait pas, mais finalement, quand on voit le scanner, on voit que la veine rénale, elle est totalement protégée à ce moment-là par ce banding. Cette chirurgie peut se faire en laparoscopie ou en robotique. Et puis il y a également l'approche endovasculaire isolée, c'est-à-dire on ne traite pas la compression, on met un stent. Le problème, c'est que le stent, si la compression est vraiment importante, il peut aller dans le rein ou dans la veine cave, mais il ne reste pas en place. C'est pourquoi nous, on a proposé un traitement séquentiel qu'on appelle séquentiel hybride artério-veineux. Alors ça veut dire quoi? Séquentiel, ça veut dire que ça se fait en plusieurs temps. Hybride, ça veut dire qu'il y a un temps chirurgical et un temps radiologique interventionnel. Et artério-veineux, ça veut dire qu'on traite un peu l'artère et un peu la veine. La première chose à faire, c'est de savoir si les malades sont éligibles. Et donc, en fait, ils sont éligibles sur des critères anatomiques que je vous laisse découvrir quand vous aurez les diapositives, si vous les avez sur la clé. On va d'abord transformer l'anatomie en transposant l'artère mésentérique supérieure dans l'aorte sous-rénale, et surtout on associe une libération complète, une section des éléments compressifs, et ça c'est vraiment important de le faire. Puis après, secondairement, donc le radiologue fait l'embolisation en une ou plusieurs séances, à la colle le plus souvent, glubrant, des varices pelviennes, de la veine gonadique, éventuellement du TRAL si c'est nécessaire. Et puis on va évaluer comment réagit la veine rénale gauche. Si nécessaire, on va pouvoir lui faire une angioplastie, et si nécessaire un stenting, puisqu'il n'y a plus rien devant, et à ce moment-là, ce stent ne sera pas comprimé. C'est pourquoi, comme je vous le disais, il y a un intérêt vraiment formel à faire une RCP. Nous, tous les patients sont discutés. Je les vois, Paul-Émile les voit. On réunit les documents, ou dans l'autre sens bien sûr, on réunit les documents et ensuite on décide de ce qu'il faut faire. Donc quand on a par exemple un être-cœur invalidant comme ça avec des milliards de varices pelviennes, eh ben on peut proposer une transposition de l'artère mésentérique supérieure. Vous voyez, elle est ici, la veine rénale gauche est là et ensuite elle se retrouve en position sous-rénale. Alors bien sûr, il faut être un peu moderne, il n'est pas question de leur faire des médianes xiphopubiennes, on leur fait en général des médianes qui font 3 cm et demi, 4 cm. C'est le plus souvent suffisant, ce sont des patientes qui sont assez jeunes et finalement ça reste sexy pour elles quand même. On va supprimer comme ça les compressions veineuses et duodénales et vous voyez qu'on va totalement modifier l'anatomie. Vous voyez par exemple la compression ici qu'on a sur la veine rénale gauche et après avoir libéré la veine rénale gauche, eh ben, on voit que la compression elle est quasiment totalement abolie dans ce cas comme dans celui-là. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous voyez qu'il peut y avoir également, là on a un bon drainage et de temps en temps la veine peut rester collabée comme on a ici. Et à ce moment-là, effectivement, il faut faire l'angioplastie. Alors quand il reste une sténose, on fait un stenting. Une fois qu'on a tout libéré, et bien évidemment, on fait l'embolisation veineuse. Je vais essayer de foncer. Et on fait l'embolisation veineuse associée pour traiter ces varices. C'est absolument primordial. Je passe sur la série, ce d'autant que je ne l'ai pas mise à jour, mais globalement, comme dans tous ces syndromes fonctionnels, dès qu'on a quelque chose comme 80-85% de bons résultats, on est plutôt assez satisfait. Je passe parce que j'ai pas le temps. Voilà, globalement, on avait 85% à peu près de bons résultats avec une disparition des varices complète. Alors, comme ça va être dans la discussion, j'imagine après, fort heureusement, on n'a eu aucune complication artérielle sur cette chirurgie, donc aucun problème de perméabilité de l'artère mésentérique supérieure, et avec à long terme, finalement, une cicatrice qui s'efface et des varices qui s'effacent également. Voilà, donc c'est des éléments cliniques tomodensitométriques et phlébographiques qui nous amènent à sélectionner les patients pour ce traitement. On a l'impression que les résultats sont enthousiasmants et prometteurs, ça fonctionne. L'analyse en RCP nous paraît être systématique et l'analyse d'une plus large cohorte est également en cours. Merci, excusez-moi pour les petites 30 secondes. Merci professeur Chiche. Est-ce que vous avez des questions dans la salle concernant le Nutcracker syndrome? Oui, il y a des micros devant. Qu'est-ce que tu reproches, le temps que ça arrive, qu'est-ce que tu reproches à toute transplantation rénale, où là il y a un geste artériel et veineux, ouais. et on ne touche pas la mésentérique supérieure qui, pour les chirurgiens vasculaires, tu le sais, hein, c'est une artère, on n'a pas le droit à l'erreur, sinon c'est la mort. Bah, ce que je reproche, je compare un peu l'autotransplantation rénale à l'amputation de cuisse pour un ongle incarné. Tu vois ? C'est-à-dire que je pense qu'on prend un gros bazooka pour traiter quelque chose de localement assez simple. Mais donc évidemment que si on fait une néphrectomie, de la même façon, ça va très bien se passer. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de problème. Et une des complications possibles de l'autotransplantation rénale, c'est quand même la perte du rein. La deuxième chose, c'est qu'on arrive dans un territoire où il y a des varices pelviennes vraiment importantes. Donc on va aller descendre le rein. La veine ovarique, elle est coupée quand on va descendre le rein, donc pour aller ensuite faire les embolisations, il va falloir les faire par en dessous, ce qui est un peu plus compliqué, ou alors on les fait avant,
Et à ce moment-là, entre la période où elles ont l'embolisation de la veine ovarique et l'autotransplantation, elles douillent parce qu'elles n'ont plus de drainage du rein. Donc ouais, je reproche ça. C'est-à-dire que faire une autotransplantation, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, mais pour une dame qui était en échec de plusieurs traitements. Elle n'avait jamais eu notre séquence, mais elle était en échec. Il restait que l'autotransplantation, je veux bien le faire. Mais en première intention, ça me paraît démesuré. Est-ce que tu vois beaucoup, comme tu disais, c'est quelque chose qui se transmet dans les réseaux sociaux, est-ce que tu vois beaucoup de patientes qui viennent, chez qui on a trouvé à l'imagerie faite pour d'autres choses ou pour des vagues douleurs, des patients qui viennent avec ça? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent mais qui ne sont pas symptomatiques? Oui, et qu'est-ce que tu leur dis? Ben, je leur dis au revoir, merci, quoi. Je leur dis voilà, vous avez ça, c'est pas un problème. L'image ne suffit pas à traiter, évidemment, voilà. Qu'il n'y ait pas toutes les patientes qui ont une vague douleur abdominale, on ne sait pas, on trouve ça. Évidemment, on se dit, bah, c'est facile. Elle a mal au ventre, il y a ça, c'est ça. Mais c'est pas si simple. Alors, hors de question, et encore plus quand on fait une chirurgie, quand on transforme le premier temps de cette pathologie veineuse en chirurgie artérielle, où là, on leur fait courir un risque qui paraît encore plus démesuré quand elles n'ont pas de symptômes. Non, s'il n'y a pas de symptômes, elles restent sur Facebook et terminé, quoi. Mais je vais là-bas. Dernière question peut-être, courte. Ah, c'est pas sûr que ce soit. Oui, nos amis gastro-entérologues chirurgiens sont amenés de plus en plus à pratiquer des sleeve gastrectomies et des bypass. Et je vois arriver de plus en plus de patients et de patientes qui ont des pertes de poids spectaculaires. Est-ce que vous avez noté une augmentation du nombre de Nutcracker syndrome depuis ça? Alors, bizarrement, il y en a une. C'est-à-dire que j'ai vu une patiente qui avait eu un bypass qui paraît maintenant être... Alors, elle n'est pas fine comme les autres. Je n'ai pas vu son IMC, mais globalement, elle est confortable, je dirais. Elle n'est plus obèse. Et elle a un nutcracker. Bon, pour l'instant, bien évidemment, j'y ai pas touché et je pense que j'y toucherai jamais. Donc moi, j'en ai vu qu'une pour répondre vraiment très précisément à la question. Je pense qu'il faut quand même un amaigrissement assez sévère. Hein. C'est-à-dire que tant que l'artère mésentérique supérieure, si elle part à 90 degrés, il ne peut pas y avoir de vrai nutcracker, quoi. Après, le vrai problème, c'est que les fibres neurolymphatiques peuvent être également très, très compressives. Et alors, je n'ai pas eu le temps de le décrire, mais un des écueils, on en parlera peut-être à la discussion, c'est quand on va leur sectionner ces fibres, c'est la diarrhée. C'est un vrai problème motrice. Merci. On va passer à la communication suivante, qui est le traitement de la congestion pelvienne. Quand y penser, quel traitement proposé par notre collègue de Toulouse, professeur Kozaket. Montpellier, merci. Donc voilà. Donc je vais essayer de répondre à cette question, quand y penser et quel traitement proposer. Alors la définition, c'est que ce sont des douleurs pelviennes chroniques, c'est assez important, et qui sont souvent rythmées par le cycle menstruel, et c'est plutôt après des efforts, et notamment après les rapports sexuels. C'est-à-dire c'est pas des dyspareunies initiales, c'est à la fin des rapports, et ça dure un certain temps, avec une sensation de tension, et ça évolue depuis longtemps. On a souvent du mal à trouver la date de début. Alors il y a certainement un rôle hormonal, puisque ça régresse en général à la ménopause. Le rôle des grossesses, bien sûr, on l'a vu avec la compression et l'impact que ça a sur le réseau veineux pelvien. Et puis, on peut avoir, dans certains cas, des facteurs anatomiques compressifs. Alors, on a décrit aussi un rôle peut-être génétique, une participation inflammatoire. Alors, quand y penser? Alors, je remercie le premier orateur pour son topo qui était remarquable, parce que c'est devant toutes les douleurs pelviennes chroniques, mais en réalité, quand les patientes arrivent pour ça, en général, on a essayé d'éliminer tout le reste. Et c'est très très souvent un diagnostic d'élimination. On a fini par pas trouver, on a fait une stélioscopie et on a vu des varices. Et puis c'est la seule chose, voilà. Alors devant ces tableaux cliniques, ce sont des patientes qui ont des varices pelviennes, mais aussi souvent associées, quand elles sont très importantes, à des varices périnéales, vulvaires, et on leur pose la question, elles nous disent, mais depuis que j'ai eu ma grossesse, j'ai aussi une boule qui est sortie, qui re-rentre, etc. J'ai des démangeaisons, un prurite. Il y a aussi souvent un syndrome périnéal et des douleurs qui ont
ont tendance à irradier un peu vers la région inguinale, notamment à gauche. Et puis on a des patientes qui ont des varices des membres inférieurs et on a un gros recrutement de patientes qui sont adressées par les médecins vasculaires parce que non seulement elles ont des varices qui récidivent, ils ont vu des points de fuite à l'écho-doppler, mais en les interrogeant, ils retrouvent ce syndrome de congestion pelvienne, elles vivaient avec, elles pensaient que c'était autre chose, etc. Voilà, bon, il y a des causes aussi un petit peu, des manifestations un petit peu plus rares, mais quand même les varices pelviennes c'est assez fréquent, mal connu, on dit de 2 à 24%, et donc c'est pas parce qu'on a des varices qu'on a un syndrome de congestion pelvienne. Il faut s'orienter sur ce type de douleur et surtout avoir fait cet interrogatoire, et moi quand je les vois en général, elles ont eu tout ça, l'élimination des autres causes, que ce soit salpingite chronique, endométriose, etc. Alors le bilan préthérapeutique, il va être bien sûr fonction des circonstances de découverte. Parfois la patiente a déjà eu un scanner, une IRM, on ne va pas le refaire. Ça peut être la célioscopie. Très souvent, elles ont été vues à l'écho-doppler, notamment par tous les médecins vasculaires qui recherchent des reflux, les gynécologues qui font de l'écho endovaginal. Mais je pense qu'un examen est toujours intéressant, c'est le rôle de l'IRM. Et quand je vois une patiente qui, par chance, n'a pas encore eu une IRM, ben je refais une IRM et c'est une IRM spécifique. C'est pas l'IRM qu'elle a eue avant l'endométriose. Je vais vous montrer ce que je recherche. Alors d'abord, je fais toujours des séquences coronales en T2 parce que vous voyez, on voit très très bien ces varices ici, périutérines, blanches, c'est tout ce qui est blanc en T2. Et vous voyez la connexion ici avec ces grosses varices périnéales. Vous comprenez que quand la patiente... Alors l'IRM s'est fait coucher, mais quand la patiente est debout en fin de journée, qu'elle fait des efforts, vous comprenez que ça gonfle, que ça lui fasse mal, qu'elle ait des démangeaisons, et puis vous comprenez aussi qu'elle ait des dyspareunies. Évidemment, quand elles ont des varices des membres inférieurs, on retrouve très souvent des connexions. Alors c'est pour nous l'aspect des points de fuite, c'est ces connexions qu'on a entre ce réseau variceux périnéal et ces veines superficielles. Mais surtout, la séquence clé, c'est cette séquence clé où on injecte du produit de contraste de façon dynamique. On le voit passer dans l'aorte, dans l'artère rénale, puis le retour veineux dans la veine rénale. Et alors que la patiente est couchée, qu'elle ne fait pas des manœuvres d'hyperpression abdominale, on a ce reflux dans cette veine ovarienne qui est dilatée, et puis ça finit par remplir les varices. Et même souvent, on voit que ça remonte dans la veine ovarienne droite. Voilà. Donc là, on sait qu'on a un gros reflux, une veine qui est dilatée et qu'elle a des varices et qu'elle a un truc qui fonctionne à l'envers quand même. Et là, ça permet de donner du poids quand on veut traiter ces patientes, parce que le rapport entre les douleurs et les varices, c'est pas toujours évident. Bien sûr, on fait ces séquences pour éliminer un nutcracker syndrome, parce qu'on ne veut pas avoir des complications quand on va emboliser ces varices, des coupes axiales. On voit très bien ici l'espace très large entre la veine rénale et l'artère mésentérique supérieure, l'aorte, et la veine rénale gauche. Et puis on recherche de la même façon un syndrome de coquette. Bon, ça c'est un élément d'orientation, parce que pour moi, c'est une imagerie qui est totalement insuffisante. Et comme l'a dit Laurent, le nutcracker syndrome, c'est quelque chose de très particulier. Et il faut qu'il y ait un gradient de pression. On dit de plus de 3 mm, et moi je pense vraiment plus de 5 mm, parce qu'on a regardé beaucoup d'IRM et des études nombreuses ont montré que chez les patientes qui avaient des nutcrackers, des compressions de la veine visibles en IRM ou en scanner, il y avait moins de 4 ou 5% des patientes qui avaient réellement un gradient de pression. Et même ce gradient de pression, si on veut bien le faire, eh bien, il faudrait le faire en mesurant les pressions avec un ballon dans la veine ovarienne gauche. D'ailleurs, souvent, ça modifie pas le gradient, d'ailleurs. Ça nous permet de savoir si on peut l'emboliser. Et dans les vrais nutcrackers, on a une circulation aussi dans le réseau azygos rétropéritonéal. Donc ça, on veut toujours l'éliminer, et on commence toujours l'examen par une phlébographie et on prend les pressions si nécessaire, parce qu'on ne veut pas aggraver les patients. La deuxième chose, c'est le syndrome de May-Turner, syndrome de coquette. Donc c'est très très rare que les patientes, quand elles ont une vraie coquette, ne se présentent qu'avec un syndrome de congestion pelvienne. Et là aussi, c'est la mesure des pressions qui est l'élément clé. Je rappelle que dans un vrai coquette, les images qu'on voit, c'est ça. C'est une compression, il y a le réseau azygos, etc. Puis bon, ça reflue vers le bas, et là aussi on va rechercher ça. Alors c'est pas forcément des contre-indications, c'est des stratégies de prise en charge thérapeutique. D'abord on va traiter la compression, c'est logique, et puis après on va traiter les varices. Alors le traitement médical, il est décrit, il est important, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est ce que j'ai mis psychothérapie. C'est pas de la psychothérapie, c'est d'analyser et de prendre en charge avec la patiente le traitement de ses douleurs, et je vais y revenir sur ma dernière diapositive parce que c'est l'élément le plus important.
Alors, le traitement d'embolisation de la veine rénale gauche, c'est un traitement qui est assez simple. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on embolise des varicocèles. En gros, on ponctionne la veine fémorale avec un petit cathéter. On va cathétériser la veine rénale, puis la veine ovarienne gauche distalement. Vous voyez ici, on opacifie ces volumineuses varices, et puis on utilise la sandwich technique où on peut boucher avec des cols et de l'étoxysclérol les varices, où on peut également utiliser de la colle. En fait, tout marche. Bon, la veine ovarienne droite, il ne faut jamais l'emboliser parce qu'en général, elle circule dans l'autre sens. Si on veut vraiment soulager ces patientes qui ont un prurite, qui ont les veines qui gonflent, qui sortent à la vulve, qui sont gênées, et qu'on a des varices périnéales à l'IRM, il faut à tout prix essayer d'aller boucher aussi les veines périutérines et le plus souvent la veine pudendale interne à droite et à gauche qu'on voit ici qui alimente ces varices. Là, on va avec le cathéter dans la veine iliaque, on fait pousser la patiente et on voit le reflux massif dans ces varices ici, et de la même façon, on va les traiter, sinon on a une amélioration qui est uniquement partielle. Donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement, c'est en fonction de la symptomatologie de la patiente, des données de l'IRM. La prise en charge des douleurs résiduelles, les symptômes dans les séries, quand on regarde l'imagerie, évidemment, ça marche tout le temps. Sauf qu'il y a quand même un grand nombre de patientes qui ne sont pas améliorées. Et pour revenir au premier topo qui a été fait, il y a des nerfs également. Il y a beaucoup de structures à côté et qui peuvent être irritées par la tension qu'il y a et l'élargissement de ces veines et entraîner de véritables douleurs neuropathiques qui ne seront pas traitées seulement par l'embolisation. Il suffit de faire des phlébographies. On voit d'ailleurs qu'on a d'énormes reflux dans les veines sacrées postérieures et on comprend que ces patientes, elles aient aussi des douleurs postérieures. Donc ma dernière diapositive, et je pense que c'est la plus importante, c'est que quand on voit ces patientes, il faut prendre en compte l'aspect fonctionnel et psychologique, et on a des recommandations des guidelines dont Jean-Pierre a parlé, et notamment 2 nouveaux scores qui ont été publiés par les équipes américaines. Un qui est un score de qualité de vie qui est adapté à la pathologie veineuse pelvienne, un deuxième score de sévérité. Et ces scores, ils sont très importants parce que quand on va suivre la patiente, ça va être un contrat qu'on va faire avec elle, on va lui traiter ses varices, mais honnêtement, qui pense qu'une femme qui a mal au ventre depuis 5 ans, parfois 10 ans, va voir disparaître après un temps et quelques coils dans la veine ovarienne gauche ses douleurs? Ça n'existe pas. Donc même le délai d'action de l'embolisation, c'est déjà 1 à 3 mois, mais surtout il faut prendre en charge le reste, et ces échelles, elles sont très importantes à connaître pour les études, mais en pratique, ça veut dire à la patiente, qu'est-ce que vous faisiez avant que vous ne faites plus? Quel est le retentissement social? Quel est le retentissement sur votre vie sportive, sur votre vie à domicile, sur votre travail, sur votre humeur? Vous êtes dépressive, c'est normal, elles sont dépressives, et c'est un symptôme aussi qu'il va falloir traiter, et donc c'est intéressant de travailler en multi-équipe avec des médecins qui vont prendre ça en charge, d'établir un contrat et de voir ce qu'elles faisaient avant, qu'elles ne faisaient plus et qu'elles vont faire. Donc expliquer, accompagner, voir ces patientes en consultation avant, les revoir après, savoir les adresser parfois à des centres de la douleur, leur dire que si ça ne marche pas, on peut traiter, il y a des alcoolisations, les nerfs pudendales, des choses comme ça. C'est très important parce que sinon ça ne marche pas. Voilà, merci. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Alors moi, je trouve très bien ce que vous avez dit à la fin, parce que il faut être modeste quand même, parce que c'est vraiment... On parle de pathologies là qui sont souvent de diagnostics difficiles, c'est complexe, ce sont des femmes qui souffrent et qui souvent viennent nous voir au bout de 2 ou 3 ans ou 4 ans. On leur propose des choses qui parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas, et c'est quand même compliqué. On fait très souvent des embolisations, des fois ça marche très bien, des fois ça ne marche pas. On traite le craquage syndrome, on ne fait pas la réimplantation de la mésanterique supérieure, mais on fait parfois des stents dans la veine, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est quelque chose de compliqué. On est des fois dans des pathologies comme pour le syndrome du défilé, le piège poplité. On est à la limite du physiologique et du pathologique, hein, quand la compression de la veine, ça peut être plus ou moins physiologique. Donc c'est des pathologies qui sont difficiles à diagnostiquer, complexes, avec les résultats dans lesquels il ne faut pas attendre le 100% de très bons résultats, je pense. Il faut être modeste.
Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis et ce que tu dis également. Et je vais retenir la phrase que tu as donnée qui est vraiment importante. C'est qui pense qu'une femme qui a souffert pendant 5 ans, 10 ans peut avoir comme un coup de baguette magique comme ça une sédation des symptômes dans 100% des cas, quoi, immédiatement. Ce d'autant que les embolisations sont quand même un peu douloureuses, ce d'autant que la chirurgie, quand elles en ont, est douloureuse, ce d'autant que psychologiquement, il y a aussi un bénéfice à avoir des trucs un peu chroniques comme ça, et tout d'un coup, elles ne peuvent pas guérir immédiatement, quoi. Et je trouve qu'on voit la même chose dans le défilé thoracobrachial, mais je vais retenir cette phrase qui est vraiment importante, je pense. Il faut leur donner envie de guérir, et moi je pense que c'est très important d'avoir des si-bouches. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire que vous ne faites pas? Vous avez essayé, maintenant vous pourrez essayer d'avoir une forme de contrat, parce qu'il y a un syndrome dépressif qui est associé à ça. Et si on ne les aide pas à s'en sortir, moi je pense que ça ne marche pas. Après on fait des médicaments, d'autres choses et tout, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire. C'est une pathologie fonctionnelle, on n'a pas le droit d'avoir de complications. Il ne faut pas emboliser proximal, faire n'importe quoi, qu'elles aient des pelvis et tout. Donc autant la veine ovarienne c'est facile à traiter, autant les veines pudentales c'est pas toujours facile. Et il faut faire je pense qu'il faut. Et puis je pense qu'on va vers une médecine personnalisée. C'est-à-dire que la patiente qui n'a pas de varice périnéale, on ne va pas lui boucher la veine pudentale. Il y a pas. Parfois je vois des trucs, il faut boucher toutes les veines. Non, il faut regarder là où ça ne va pas. Après, c'est fonctionnel, on en parlera peut-être après, c'est fonctionnel, mais chez ces femmes qui ont 20, 25 ans, 30 ans, la dyspareunie qui passe comme ça, des fois au premier plan, ça devient vraiment un handicap. Elles arrivent en larmes dans les consultations. Merci beaucoup pour cette présentation. Fait pas bon être une femme jeune cet après-midi dans la salle. Et donc on va terminer cet après-midi sur les douleurs pelviennes chroniques de la femme jeune avec le docteur Alves de la clinique Sainte-Clotilde, gestion de la douleur chronique en gynécologie. Bonjour à tous, merci au docteur Ruben de m'avoir invité à ce congrès et je suis ravie d'enchaîner sur ce qui vient d'être dit parce qu'effectivement la douleur chronique c'est très 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 complexe et la prise en charge elle est pluridisciplinaire et j'espère que je vais vous convaincre avec les diapos. Je reviens sur la douleur, la définition de la douleur qui a été modifiée en 2020, tout récemment, parce qu'il y a l'introduction en fait de 2 subtilités très importantes. C'est que c'est une expérience personnelle, sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en de tels termes. Ça veut dire que ça sous-entend qu'il n'y a que le patient qui est le seul juge apte à évaluer sa douleur et à la ressentir, qui est une lésion ou pas une lésion. Donc effectivement, les patients douloureux chroniques, et notamment les patientes là en gynéco avec des douleurs d'origine à la base gynécologique, elles arrivent très souvent, elles ont souffert d'endométriose ou de varices et pour les dernières pathologies qu'on a citées, et elles comprennent pas pourquoi elles sont encore douloureuses alors qu'il n'y a pas de nouveaux nodules, qu'il n'y a pas plus de varices, etc. et que les derniers examens sont normaux. L'HAS définit la douleur chronique non cancéreuse par une douleur qui persiste au plus de 3 mois. En général, sur les douleurs gynéco, c'est plutôt 6 mois et qui, justement, est susceptible d'altérer la qualité de vie. Je vois pas comment, quand tu es douloureux chronique, tu peux pas avoir une qualité de vie correcte. Ça, c'est pas possible. Je reviens pas sur les étiologies gynécologiques. Je vais juste vous expliquer comment ça se passe une consultation douleur chronique. C'est très différent, c'est très long. Ça prend 1 heure la première consultation en moyenne, voire parfois 1 heure et demie. Sachant qu'on a envoyé à la patiente un long questionnaire pour avoir pas mal d'éléments objectifs qu'on va évaluer lors de cette consultation. Il y a donc des échelles d'évaluation de la douleur, le VA, tout ça. Effectivement, que vous connaissez déjà, on va beaucoup évaluer effectivement sur la qualité de vie, sur l'impact au niveau du travail, au niveau social, au niveau gynécologique, on va effectivement évaluer la douleur pendant les règles, selon le cycle. Au niveau sensoro-discriminatif, on va utiliser le questionnaire de Saint-Antoine. Au niveau de la composante psychologique, on va utiliser le score HAD pour évaluer la composante anxieuse et la composante
inconscientes dépressives pour voir s'il y en a une qui prédomine plus que l'autre. Si on pense qu'il y a une composante neuropathique, ce qui est très très souvent effectivement le cas au niveau gynécologique et pelvien. Si on pense qu'il y a une hypersensibilité pelvienne qui a diffusé, on va utiliser le score de convergence. On va systématiquement demander à la patiente de dessiner en fait cette douleur. Et très souvent, en fait, il n'y a pas qu'une douleur, mais des douleurs. Et dans le pelvis, c'est très, très important. Souvent, quand il n'y a qu'une douleur dessinée, c'est qu'il y a une lésion neurologique, donc ça va axer un peu différemment la prise en charge. Moi, personnellement, je vois beaucoup de patientes en fait, qui ont un syndrome fibromyalgique secondaire avec un antécédent de douleur pelvienne due à une endométriose. Et donc là, je vais plutôt utiliser le score FIRST et le score VPI. Donc pas mal effectivement d'échelles pour avoir des éléments objectifs. Ouais, évidemment, la prise en charge, elle ne va pas être pareille s'il y a des antécédents de traumatisme physique ou et psychologique et de douleurs déjà mal gérées dans les antécédents. L'entourage est évidemment hyper important. Quand on va interroger sur la fratrie, c'est très souvent, je suis assez étonnée, en tout cas c'est peut-être à La Réunion, je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience en métropole là-dessus, elle parle assez facilement finalement de l'inceste, mais peut-être parce que la consultation est très longue. Et des viols qu'elles ont éventuellement subis. Sincèrement, c'est souvent à la première consultation qu'elles en parlent. Voilà. Donc, après tous ces éléments, en fait, chose très importante qui a été dite, et je le répète et j'insiste là-dessus, c'est effectivement qu'on va valider cette douleur, qu'elles ne sont pas folles, elle est réelle, elle est ressentie, et il n'y a que la patiente qui peut ressentir, et c'est important que ça soit un professionnel de santé qui lui dise « oui, vous avez mal, oui, je l'entends, et je le comprends, et c'est normal, même s'il n'y a pas de nouvelles lésions, et que... Et voilà, et ça vraiment c'est très important. Là dernièrement j'ai une patiente qui avait des douleurs pelviennes que j'ai suivies pendant 2 ans, ça faisait plus d'1 an que je l'avais pas vue, et en fait je vais la revoir prochainement parce qu'elle a vu la psychologue, elle a redécompensé les douleurs parce qu'en fait les douleurs ont été dues à une erreur chirurgicale, donc effectivement finalement c'est tout pelvis qui est douloureux, mais elle était stable. Et en fait, là, elle a reçu récemment en fait son indemnité. Et en fait, en recevant cette indemnité, elle l'a très mal vécu. C'était un peu, maintenant, tu as ton indemnité, t'as plus à te plaindre, en fait. Et finalement, en plus, cette patiente, elle, ce qu'elle m'a toujours dit, ce qu'elle voulait, c'était pas son indemnité, mais c'était la reconnaissance par le chirurgien et de cette douleur. Elle l'a reconnue sincèrement, puisqu'elle a reçu son indemnité, mais elle voulait des excuses. Et très souvent, en fait, au niveau médico-légal, je pense que Madame Duvernay pourrait le confirmer, c'est un problème de communication, de reconnaissance de la plainte du patient. Et en douleur chronique, ça, c'est fondamental de reconnaître cette plainte et de valider cette douleur. En plus, en douleur chronique, la composante, elle est multifactorielle. Quand c'est des douleurs gynécologiques, il y a la composante émotionnelle est très importante, puisqu'en fait, l'utérus et les ovaires, c'est hyper symbolique. Au niveau comportement, ça change tout. On a moins de rapports sexuels, voire on n'en a plus, en tout cas, on n'a plus de plaisir. Et effectivement, ce concept de plaisir, j'insiste énormément dessus. En fait, c'est un des objectifs de la douleur chronique, c'est de reprendre, que la patiente reprenne plaisir. Parce qu'effectivement, c'est la diapo suivante. La différence entre la prise en charge de la douleur aiguë et la douleur chronique, c'est que la douleur aiguë, vous avez un symptôme, vous le traitez. Vous avez une obstruction artérielle, vous désobstruez, le problème est réglé. Vous avez une fracture, vous rétablissez la continuité, le problème est réglé. Quand vous avez une douleur chronique, en fait, ça va induire des tas d'autres douleurs et des tas d'autres composantes. Et notamment, en fait, donc vous avez votre douleur, il va avoir automatiquement une contraction musculaire des muscles aux alentours. Et comme vous avez vu déjà dans les diapos déjà montrés, en fait, le périnée, c'est plein de petits muscles. Et ça, c'est fondamental, parce qu'au niveau pelvien, il va y avoir encore plus de syndromes. Pour moi, c'est très important, les syndromes myofasciaux, parce que c'est responsable un peu de la chronicité, une des causes de la chronicité de la douleur chronique au niveau pelvien.
les patientes deviennent moins actives, donc souvent, effectivement, elles ont arrêté de travailler, ou en tout cas, ça ne se passe pas bien au travail. Paradoxalement, elles sont fatiguées. Comme elles sont fatiguées, elles dorment moins bien. Comme elles dorment moins bien, elles ruminent, elles se posent des questions, et finalement, effectivement, elles finissent dépressives, et une perte de plaisir dans tous les domaines de la vie. Donc, pour moi, la douleur pelvienne, moi j'aime beaucoup cette diapo, parce qu'effectivement, c'est la fête du pelvis. En fait, il ne faut pas traiter... Il n'y a pas qu'une douleur gynécologique, finalement, parce qu'en fait, l'utérus et les ovaires, c'est coincé entre le pubis, le sacrum, la vessie, le tube digestif derrière. Donc il y a tous ces muscles-là qui vont être tendus, peut-être d'où l'expression tendue du string, j'en sais rien. Voilà, donc vraiment c'est hyper important tous ces muscles. Donc il va falloir traiter ce qu'ont déjà dit mes collègues, donc je me dépêche parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Tous les symptômes autour et conséquences de ça, mon collègue l'avait déjà montré. Donc la prise en charge, je vais répéter comme mes collègues l'ont dit, et j'insiste là-dessus, elle est pluridisciplinaire, elle est très dans la douleur chronique, mes collègues gynécos ont déjà donné en fait tous les traitements qu'il faut au niveau hormonal, donc ça j'en parle pas du tout. On va utiliser beaucoup des techniques non médicamenteuses, le TENS, donc la neurostimulation transcutanée, et surtout effectivement on va faire appel aux confrères, les kinés, les psychologues. Finalement, elles ont très peu vu le psychologue, les psychométriciennes pour apprendre à autogérer leur respiration et la douleur. Et au niveau médicaments, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, donc ça, c'est les différents neurostimulateurs qui peuvent exister. Pour moi, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Juste rappeler qu'en fait, sur les douleurs pelvipérinéales, on oublie, mais en fait, on peut les mettre pas qu'au niveau suspubien, mais on peut les mettre au niveau sacré à la sortie du nerf pudendal. Au niveau médicaments, je vais juste parler rapidement en fait, souvent comme effectivement il y a une composante neuropathique avec des douleurs pelviennes à type de brûlure, de pesanteur très mal définie. En fait, on va utiliser en fait, et il y a une hypersensibilisation centrale, on va plutôt utiliser l'algorithme, le petit tableau que vous voyez en haut à droite. Il y a 2 antidépresseurs qu'on utilise en douleur. C'est l'Effexor, donc la valenflaxacine, et le Cymbalta, la duloxétine, à des petites doses, toujours à dose progressive, 150, souvent moi je m'arrête à 75, ça suffit, parce que finalement ça traite un peu la dépression, mais ça traite aussi la douleur. En fait, il y a des modifications cérébrales au niveau de la douleur chronique, au niveau des neurotransmetteurs, et ça joue beaucoup sur la noradrénaline et la sérotonine, et c'est vraiment ces 2 antidépresseurs qui jouent sur la douleur, parce que c'est sérotonine et noradrénaline. S'il y a un syndrome fibromyalgique, en fait, on va plutôt utiliser le Neurontin, la gabapentin. Le Laroxyl, moi j'aime bien aussi parce que ça joue beaucoup sur les douleurs à type de brûlure, et c'est assez efficace, et on peut le faire à dose progressive, et ça autonomise un peu la patiente de lui dire qu'on augmente les gouttes. Souvent, sincèrement, 10 mg, ça suffit. Donc, c'est pas du tout à viser antidépresseur, l'Aroxyl en douleur chronique. Le Lyrica, on l'utilise, mais moins. C'est en 2e intention maintenant. Moi, je l'utilise plus sur des douleurs vasculaires, même, mais il faut y faire attention avec l'insuffisance rénale à côté. Parce que il y a le côté addict, et finalement, sur les douleurs pelviennes, je trouve que moi, c'est effectivement moins efficace. Donc effectivement, pour un peu résumer tout ça, fondamental, valider la douleur par le corps médical, que la patiente soit entendue, reformulée, expliquer que la douleur chronique, c'est pas la douleur aiguë, et que même s'il n'y a pas d'arguments paramédicaux, d'examen complémentaire qui expliquerait, on peut avoir une douleur, même s'il n'y a pas de lésion en fait. Et effectivement, il va falloir créer une alliance thérapeutique, chercher en fait, c'est un cercle vicieux, la douleur chronique. Il va falloir sortir la patiente de ce cercle vicieux par des petits plaisirs. On va chercher à savoir ce qui lui fait plaisir. Qu'est-ce qu'elle faisait qui lui faisait plaisir, qu'elle fait plus. Et très souvent, en fait, on va essayer de fractionner en fait ces moments plaisir, parce qu'en fait, elle essaie de refaire exactement la même chose, sauf que le corps a changé. Donc, on va falloir trouver d'autres méthodes de plaisir. Et puis, il faut donner de l'espoir, mais sans donner non plus de faux espoirs, en fait.
Et donc en fait, il y a un objectif en douleur chronique court terme. C'est déjà d'atténuer effectivement le symptôme douleur chronique, traiter tout le reste. Donc en gros, c'est des douleurs et pas qu'une douleur. Et à long terme, en fait, c'est autonomiser un petit peu la patiente, qu'elle s'autogère et lui faire accepter en fait la douleur. Quand vous parliez du syndrome du défilé thoraco-brachial, effectivement, en fait, ces patientes, il y a quand même des choses qu'elles peuvent faire. Et le fait d'accepter en fait la douleur, ça permet qu'elles puissent faire d'autres choses. Voilà. Merci Dr Alves pour cette belle présentation. On a compris le caractère multifactoriel, l'importance de la multidisciplinarité et que prendre en charge la douleur, c'est un vrai métier. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Très complète, très complète, même si rapide, mais très complète. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 5 minutes pour faire le take-home message et les quelques questions. Mais en tout cas, après une après-midi comme celle-là, je suis très content d'être un homme, de surcroît obèse. Ça m'évite l'endométriose, le nutcracker syndrome, la dyspareunie. Au final, je vais sortir heureux. Bon, et bien s'il n'y a pas d'autres questions, je vous lâche à la pause avec un retour à 17h15 000. Merci. Merci à vous.